Julien Mbemba est père de famille et passionné de l'agro-pastoral. QHSE de formation, il a su mettre en place une coopérative pluridimensionnelle dénommée Agropal Congo, ce depuis 2020. Pour moi, depuis que je suis enfant, l'agriculture, l'élevage, c'est une passion. Et pendant que j'ai créé une association, le RPANABEC, c'est vrai que le RPANABEC est dans la santé et nous formons un peu les sociétés, les écoles concernant les maladies. Mais de RPANABEC, nous avons tiré une partie où nous avons créé une coopérative. La coopérative, c'est la coopérative agro-pastorale alimentaire du Congo, en sigle Agropal Congo. S'acheter le mouton étant un véritable casse-tête dans les marchés de Pointe-Noire, cette coopérative a choisi de tabler son champ entre autres sur l'élevage ovin au caprin. Le projet, c'est qu'il faudra qu'ils se multiplient et puis les vendre. Parce qu'on ne peut pas manger chaque fois ceci. Donc, en fait, nous sommes un peu dans la lutte contre la pauvreté. Espérons qu'on va baisser le prix de l'ortola des moutons sur le marché. Déjà, le mouton, lorsqu'on se marie, moi je me rappelle, ma fille, lorsqu'elle s'est mariée, ça coûtait très cher. Du coup, d'abord, c'était difficile pour trouver le mouton. Ici à Pointe-Noire, on a contacté ceux qui en avaient, ils avaient refusé de vendre. Nous sommes allés jusqu'au village. Au village, alors, on l'a trouvé à 70 000 francs. Du coup, c'était un peu les yeux de la tête, quoi. On s'est dit, mais comment au village, on pouvait trouver ça peut-être à 20 000 francs, 30 000 francs. Et c'était à 70 000 francs. Donc, du coup, ça m'a fait révolter un peu. J'ai pensé qu'on peut le faire. Ce n'est pas impossible. La preuve en est, le mâle qui était là, je l'ai vendu seulement à 40 000. Agropal Congo, c'est aussi l'agriculture, notamment la culture des aubergines, de la tomate, de la pastèque, des poivrons. La liste n'est pas exhaustive. La coopérative Agropal Congo, ici en Banda, nous avons 4 hectares. Sur les 4 hectares, nous avons la possibilité de planter, de faire même 3 spéculations, ou sinon que 5 spéculations. Cette dernière campagne, nous avons planté l'aubergine. L'échange culturel sert à quoi? C'est pendant que, par exemple, là nous avons l'aubergine. Après l'aubergine, ici, la terre là, je ne peux plus planter, refaire une autre campagne sur l'aubergine, ici même, sur place, non. L'aubergine, non. La tomate, non. Je ne peux plus faire ici. Ou le poivron. Donc là, il faudra changer maintenant de culture. À ce moment-là, soit c'est la pastèque qui peut passer par ici pour nettoyer ici, ou bien le concombre, ou encore l'oseille. Ici, nous sommes à Tchikoukou. Tchikoukou, c'est le deuxième site de la coopérative Agropal Congo. Comme vous êtes en train de le constater, ici, nous avons la tomate. Nous avons 55 planches de tomates. Tomate Cobra F26. Donc, de l'autre côté, nous avons le poivron Tibesti, tout comme de l'autre côté. Et ici, nous avons la pastèque Kaolak, qu'on vient de planter la semaine passée. Donc, comme vous pouvez le remarquer, toute cette zone jusqu'en haut là-bas, ça sera la pastèque. Pour irriguer leur plantation, Julien Mbemba et son équipe font recours à une motopompe. Au niveau de l'eau, on n'a pas trop de problèmes. On a de l'eau, mais sauf que lorsque vous avez un problème avec le groupe, avec la motopompe, du coup, ça devient un handicap pour vous. Ça devient un handicap. Par exemple, vous remarquerez que le site est sec. À toucher le sol, vous allez comprendre qu'il est sec parce qu'il n'y a pas eu l'irrigation. On a eu un problème avec la motopompe. Les perspectives de l'Agropal Congo, c'est de grandes. Premièrement, s'acquérir de matériel adéquat qui nous permettent d'élargir notre champ. Déjà, au premier site, nous avons 4 hectares. Ici, nous avons 1,5 hectare. C'est petit. C'est vraiment petit. Dans les perspectives, il faudra qu'on ait un peu plus que ça. C'est-à-dire que le premier site, ici, on peut avoir 10 hectares. Ici, on peut avoir même 20 hectares. Ça nous arrangerait.
Agropal Congo a été créé pour réduire la dépendance alimentaire du Congo vis-à-vis des pays étrangers et permettre aux jeunes de rompre avec l'oisiveté. Texte à l'appui et d'un ton pédagogue, Frédéric César Bayonne a au cours de cette réunion rappelé les écoles privées au respect des circulaires 344 et 214 fixant les frais d'inscription aux examens d'État, soit 2 000 francs pour le CEP, 4 000 francs pour le BEPC et 5 000 francs pour le baccalauréat. Le ministre nous dit CEP 2 000, BPC 4 000, BAC 5 000. Et dans son développement, il n'a pas oublié qu'à côté de ça, il peut avoir des frais annexes, il n'a pas oublié. Mais le ministre est clair, je l'avais déjà dit ici, d'éviter l'amalgame. Il nous a été amené de constater que dans les bouts de papier que vous donnez aux enfants pour donner aux parents, vous écrivez frais d'inscription aux examens. Et quand on lit, quand on fait le total, nous sommes à 40 000, 60 000, 65 000. Donc la solution viendrait de vous-même parce que vous êtes enfermé dans votre bureau pour composer ces montants. Et pour certains, il y a des élèves qui ont déjà donné. Pour d'autres, les parents sont déjà au courant. Je ne sais pas, vous allez faire le chemin à l'envers pour rectifier le tir, mais ça va de soi. Tant pis à l'école qui se fera prendre. Le directeur départemental de l'enseignement préscolaire primaire, secondaire et de l'alphabétisation de Pointe-Noire a aussi tablé sa communication sur le respect des délais de dépôt des candidatures dont la campagne connaîtra l'épilogue le 31 janvier 2025. Vous attendez quoi? Vous avez dit vous attendez les dossiers et les frais des enfants. Mais vous avez fixé cher, comment ils vont venir? Je vous demande de respecter le calendrier du dépôt des dossiers. Ce calendrier qu'on vient de vous donner, c'est pour permettre aux services techniques des inspections et de la direction départementale de travailler jusqu'à terme. Les responsables des écoles privées de Pointe-Noire entendent suivre à la lettre les orientations du ministère de tutelle explicitées par Frédéric César Bayonne. Par rapport aux examens d'État, je pense que chacun de nous devrait faire la volonté du gouvernement. Moi, promoteur depuis des années, je fais toujours ce que le ministre me demande. Et si il y avait certaines choses qui étaient cachées, aujourd'hui, on vient de mettre devant nous la note de service 344, la note de service 214 et la note de service 081, qui fixe tout. C'est vrai qu'une école ou alors des candidats à un examen d'État représentent exactement comme une équipe de football qui va en compétition. Mais il y a des préparatifs à faire. Voilà pourquoi il y a les examens blancs, il y a un certain nombre de choses. Mais le malheur est que certains promoteurs exagèrent, vont au-delà de ce que le gouvernement demande. Nous avons déjà eu à recevoir donc, des recommandations au niveau de notre hiérarchie, donc de notre ministère de tutelle. Et au niveau de cette rencontre, le directeur départemental qui donc, représente son Excellence Monsieur le ministre a fait que rappeler les établissements privés, donc nous rappeler en ce qui concerne cette question des inscriptions aux examens d'État. Il est question pour nous de se mettre en conformité avec les exigences légales, avec les textes qui sont applicables. Il y a eu la lecture des notes 344, des notes 214 et également d'autres points sur les dérogations ont été évoqués pour lesquels nous avons eu des éclaircissements. Alors pour cela, donc, nous avons beaucoup apprécié parce que nous avons eu des orientations vraiment fermes. S'agissant des dérogations, les candidats ayant des diplômes jeunes, conformément aux restrictions du ministère, ne pourront être admis. En République du Congo, les populations attendent très souvent l'apparition des symptômes pour fréquenter les centres hospitaliers. Pourtant très capital dans la prévention des différentes pathologies, la politique du check-up, c'est-à-dire les examens de routine, n'intègre pas la culture du plus grand nombre des Congolais. Un mode de vie a changé, à en croire le docteur Ondjono, médecin-chef du district sanitaire de Mvumvu. Les visites sont conseillées,
déjà, pour les pays dits pauvres, mieux vaut prévenir que guérir. Même les États-Unis, qui sont la grande puissance, ils utilisent la politique de la prévention. Parce qu'ils savent que le curatif, ce n'est pas évident. Nous avons la vaccination, oui, mais ça, c'est la vaccination de routine qui se retrouve est plus privilégiée aux enfants. Mais il n'y a pas que la prévention de la vaccination, il y a aussi la prévention du check-up, c'est-à-dire que de faire ces examens continuellement. De la même façon qu'on épargnerait pour s'acheter des vivres, les visites médicales devraient aussi faire l'objet d'épargne. Des maladies comme l'hypertension artérielle, c'est des maladies qui peuvent brutalement vous faire tomber en cours de route. On parlera d'AVC, d'accident vasculaire cérébral, et on pensera dans notre culture que c'est de la sorcellerie. Non, ce n'est pas toujours de la sorcellerie, mais ça peut être aussi simplement de l'hypertension artérielle qui n'était pas suivie, qui n'était pas connue et donc pas suivie et qui peut causer préjudice à la vie. Nous avons des cancers qu'on pourrait éviter si on faisait le check-up bien avant. Le cancer a des stades où on peut encore le traiter. Mais quand c'est venu tard, c'est-à-dire au stade où c'est le curatif, souvent c'est l'accompagnement. Et c'est déplorable parce que ça va coûter plus cher et malheureusement ça va finir inexorablement vers la mort. Et donc nous encourageons à la population. C'est vrai que le PIB n'est pas ce qu'il permettrait puisque les examens sont payants dans nos formations sanitaires, mais à ceux qui peuvent avoir le minimum, il est encouragé de faire ces bilans continuellement. Là, nous parlons au commun du mortel pour savoir qu'il n'y a pas seulement 500 épargnés pour la bière, comme tout Congolais a la facilité d'avoir 500 francs pour acheter la bière, mais il y a aussi 500 francs à épargner pour son état de santé. Il est déplorable. Il est déplorable de voir quelqu'un qui s'en piffe d'alcool sans savoir les méfaits de l'alcool au détriment de la recherche de son carnet de santé. Normalement, chacun devrait avoir son carnet de santé annuel. Ça, c'est ce qui est conseillé. Ailleurs, ça serait même trimestriel pour ne pas dire semestriel. Alors où l'insécurité alimentaire et environnementale sont au cœur des débats, il serait très bénéfique de s'approprier la culture des visites médicales pour une parfaite espérance de vie. J'ai pu être embauchée comme femme de ménage. Mais lorsque je suis allée, la maison du patron était vraiment en désordre. Des vêtements de plusieurs semaines jamais lavés. Pourtant, il était marié. Et sa femme a de la chance d'avoir un mariage confortable. En fait, chaque femme devrait connaître le ménage au lieu de vivre dans un désordre. Le mari peut être visité par ses amis, d'où il a ordonné qu'on lui trouve une femme de ménage. C'est toujours une question difficile pour un homme de réaliser ce traditionnel choix entre une épouse active, capable de maintenir l'équilibre dans son foyer, et celle passive ou paresseuse. Il y en a déjà des hommes qui se sont mordus les doigts et les conséquences sont fâcheuses. J'avais fait une connaissance avec une femme, on a fait 3 enfants, mais elle était une femme très compliquée. Elle était une femme très paresseuse. Tout ce qu'elle savait, ce n'est que manger. Elle ne prenait même pas soin de ses enfants. Mais tout ce qu'elle pensait, c'est manger, dormir, manger, boire, c'est tout. Donc on a fini de se séparer avec elle. Le traditionnel rôle de la femme dans un ménage se pose et s'opposera encore, même dans cette civilisation dite moderne. D'aucuns préféreraient, à l'instar de Nick Nico, le journaliste à Lux FM, prendre pour le compte de leurs parents une femme active pour des raisons que voici. Je préfère que mon oncle ou bien mon frère, voire même mon père, puisse avoir une femme active. Déjà, comme le mot l'indique, une femme active, ce n'est pas une femme inerte, c'est une femme qui bouge, qui exerce une petite activité, qui travaille. C'est donc pour le bonheur, la bonne marche de son foyer. En tout cas, pour essayer d'alléger, parce que la femme, c'est une aide. La femme n'est pas une charge, mais plutôt une aide pour son mari. Donc, la femme active, c'est elle qui concourt pour le bonheur de son foyer. Vaurien ou peu rien, peu importe, rétorque de l'autre côté
Marcel Gattieli, le doyen des diacres à Bible et Tabernacle, car la femme paresseuse ou passive, ou encore femme novellasse pour le commun des Ponténégrins, a des qualités pour l'homme qui le choisirait. Toute la vie est un problème de choix. Femme passive ou femme active, cela dépend de la personne qui adhère, de la personne qui veut bien avoir une certaine qualité. Mais toutes les qualités ne se valent pas. Il se pourrait que mon fils, il se pourrait que mon neveu prenne une femme passive parce qu'elle a des qualités pour lui. Alors ça ne sera pas la même chose pour une femme active. Elle peut être active, mais avec beaucoup de défauts. Et donc, il n'y a pas moyen de choisir celle-là. Mais dans cet âge impitoyable et dans un pays secoué par des crises financières à répétition, il serait mieux pour un homme d'opter pour la femme active. Pour les travaux de la maison, la femme doit être active. La plupart de nos mamans, dans la communication ancienne, aucune maman ne pouvait se réveiller après son mari. Les mamans se réveillaient tôt pour prendre soin de leur maison. Et c'est aujourd'hui où les gens sont accros à la télévision, aux choses vulgaires, et à ce moment-là, on devient actif. Mais je ne conseillerais pas cette qualité de femme passive parce qu'aujourd'hui, il faut bouger. Même la femme a le droit d'aller travailler pour apporter le secours dans sa maison. Et donc, la femme passive, à mon avis, n'est pas celle qu'il faut choisir en termes de probabilité. Il faut la laisser de côté pour prendre la femme active avec qui on peut faire beaucoup de choses. À l'issue de ces différents avis très nuancés, il ressort finalement la question de l'éducation des jeunes filles qui aspirent au mariage. Leur préparation doit être démise pour qu'elles répondent aux besoins des foyers, car selon les Saintes Écritures, la femme est une aide à côté de l'homme, selon Genèse 2, le verset 18. Plusieurs décennies en arrière, la vie en communauté au Congo-Brazzaville était dominée par la convivialité, le partage de repas d'une maison à une autre sans réticence ni arrière-pensée. Un mode de vie qui n'a presque plus ses traces dans la plupart des ménages à Pointe-Noire. Les gens sont devenus prudents. Certains partagent à contre-cœur au point de vous partager une nourriture empoisonnée. Au finish, c'est soit la maman ou les enfants qui subissent, voire toute la famille. D'autres encore évitent de se faire accuser après avoir partagé un repas aux voisins. Autant de raisons qui expliquent ce changement. Il est vrai que ces habitudes ont quasiment disparu, mais maman Claude y est restée fidèle. Ce sont des choses qui se font rares de nos jours à cause du modernisme. Quand nous grandissions, nous voyons comment nos parents vivaient. Et donc cela va de pair avec l'éducation. Si tu aimes partager, peu importe là où tu iras, tu continueras à le faire. Dans notre parcelle, ce mode de vie passe bien avec le voisinage. Si l'un a de quoi mettre sous la dent, c'est tout le monde qui mangera. Surtout les repas comme le saka, le haricot, la mwamba. Surtout maman pas aussi, hein, la coquille aussi, un tel qui vient à dire ah maman le pain, ah, ainsi de suite, on se partage. Le vivre ensemble dans le vrai sens du terme devrait intégrer les consciences pour une société harmonieuse comme le prône le gouvernement de la République. Cette année, les projets, c'est la construction d'un mur de clôture pour qu'il y ait réellement une sécurité ici au lycée Simon-Pierre Kikongangot. Dire, c'est faire. Les travaux de construction du mur auquel le proviseur du lycée Simon-Pierre Kikongangot faisait allusion à la rentrée scolaire 2024-2025 ont bel et bien débuté. Je communique avec les parents d'élèves. Je leur donne tout simplement notre objectif, l'importance d'un projet que nous voulons entreprendre. On s'est dit que de la même manière que nous avons fait construire le bâtiment, une très profonde reconnaissance à monsieur le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, qui est toujours resté à notre chevet pour ces projets-là. Et donc, nous l'avons fait avec les parents d'élèves, avec des petites cotisations, une quote-part, et voilà, ils ont adhéré à cette idée-là, et vous avez vu le mur qui est déjà en train d'être
La construction de ce mur a été motivée par les faits de vandalisme et de banditisme que vit ce lycée, situé au quartier Tahiti, à la frontière avec le quartier Passingolo dans la périphérie de Dolisie. Moi, je suis un élu local, je suis à mon deuxième mandat, je suis conseiller municipal au niveau de Madingu et je suis toujours en contact avec la population. Et ici, je suis avec la population, je suis le chef d'établissement, je suis avec les élèves. Ce qui nous a motivé de construire le mur, comme nous l'avons dit, c'était donc l'insécurité, l'incivisme et pour les bonnes conditions d'apprentissage aussi. J'ai déjà été victime, moi j'ai été agressé ici. Il y a eu des élèves qui ont été poignardés dans les salles de classe à plusieurs reprises. C'est peut-être grâce à la force publique qui est toujours restée aux aguets de cet établissement, en tenant compte de cette indiscipline, que cela nous a motivés de sécuriser les enfants. Troquant son costume de proviseur à celui de contremaître, Maurice Bimbeni veille au chantier. Un chantier dont on ne connaît la date de finition, d'où cet appel au cœur charitable. Nous avons reçu notre ministre qui est venu voir ce que nous sommes en train de faire. Et comme il l'avait fait pour le bâtiment, il est venu et il nous avait aidés. Là aussi, il est arrivé. Mais en dehors de ça, nous avons écrit, nous sommes en train d'écrire à toutes les autorités de la place, les grandes figures de Dolisie, ceux qui peuvent facilement nous aider. L'éducation, c'est la clé du développement. Nous sollicitons de la part de tous ceux qui sont très sensibles, et nous le savons que le gouvernement est très sensible à l'éducation, de nous regarder, de nous aider pour que vive le lycée Simon-Pierre Kouangotte. À cette occasion, nous lançons aussi un appel à l'association Banadol, dont nous reconnaissons les mérites de ce qu'ils sont en train de faire ailleurs. Au maçon de renchérir. Parce que vraiment, mon tia va faire ça, va agresser un bébé noir, agresser heureusement ça, ça nous mangolo. Pas agresser quelqu'un, mais quoi qu'il y ait une cicatrice nettoyante. Donc vraiment, petit n'a que d'omba canalita, ça m'a beaucoup. Ça me dit qu'il s'allie. Toutes les grandes actions et toutes les grandes pensées ont un commencement dérisoire, a dit Albert Camus. Espérons que ce SOS lancé trouvera un écho. Aliouba, chef du mouvement démocratique libéral Modèle, avait été arrêté le 26 décembre puis écroué le 30 pour offense et diffamation contre le général Mamadi Doumbouya à la tête d'une junte qui a renversé le président Alpha Condé en 2021. Monsieur Ba nie tous les faits. Ses avocats dénoncent des accusations fallacieuses. Fayami Limono, président du bloc libéral, a exprimé son soutien à Aliouba, soulignant que ce dernier ne doit pas se sentir seul dans son combat. Je suis là pour apporter un soutien moral à mon jeune frère, Aliouba, pour lui dire qu'il ne doit pas se sentir seul. C'est un combat noble qu'il est en train de mener et il y a d'autres qui mènent le même combat avec lui. De son côté, l'avocat de M. Ba, Pépé Antoine Lama, a exprimé sa satisfaction quant à la manière dont le procès a été conduit. D'après lui, la maladresse du ministère public a facilité leur tâche pour démontrer que les accusations étaient infondées. Nous sommes satisfaits parce que cette légèreté nous a vraiment facilité la tâche pour démonter par des arguments valables, par la science, par le droit, les accusations fallacieuses, farfelues, soutenues contre M. Mamadou Aliouba. Lors de l'audience du 31 décembre dernier, un incident s'est produit lorsque le ministère public a inscrit le nom du chef de l'État sur le programme de l'audience. Cependant, le procureur s'est rétracté, retirant le nom du général Mamadou Doumbouya de la procédure. Vous allez convenir avec moi qu'à l'audience du 31 décembre 2024, le ministère public a commis la maladresse
de porter le nom du chef de l'État sur son rôle. Et aujourd'hui, le ministère public s'est ravisé, il a supprimé le nom du chef de l'État sur son rôle. Ça veut dire que le chef de l'État ne se reconnaît pas dans cette procédure. Le chef de l'État est totalement étranger à cette procédure. L'interpellation de Mamadou Aliouba est la dernière en date d'une longue série dans le cadre des sévères restrictions des libertés imposées par les militaires au pouvoir. 2 autres opposants sont portés disparus depuis leur arrestation par des hommes armés en juillet. Les organisations de défense des droits humains dénoncent une restriction des libertés. Le général Mamadi Doumbouya a promis dans son discours de Nouvel An que 2025 serait une année électorale cruciale alors que l'opposition appelle à de nouvelles manifestations la semaine prochaine. En 2024, des chercheurs de l'Université d'État du Michigan ont découvert que les abeilles pouvaient détecter le cancer du poumon grâce à leur odorat très développé. Notre monde est visuel. Le monde des insectes est entièrement basé sur l'odorat et leur sens de l'odorat est donc très développé. L'équipe de Saha a découvert que les abeilles pouvaient détecter le cancer du poumon dans la laine d'un patient. Nos recherches montrent que les abeilles peuvent détecter le cancer du poumon et peut-être d'autres maladies en se basant sur l'odeur de ces cellules. Les abeilles ont été harnachées puis exposées à des composés synthétiques qui imitaient la laine d'un patient atteint d'un cancer du poumon. Dans 93% des cas, les abeilles ont pu faire la différence entre la laine d'un patient atteint d'un cancer et la laine artificielle d'une personne en bonne santé. Nous pensons que diagnostiquer le cancer en analysant la laine peut changer la donne. La raison est que nous détectons souvent le cancer tardivement lorsque la tumeur est déjà suffisamment grosse pour être identifiée par le système d'imagerie. Ailleurs, des chercheurs travaillaient avec des chiens pour la détection précoce du cancer. Les animaux sont entraînés à reconnaître les odeurs spécifiques du cancer. De nombreux autres animaux ont également un odorat assez intense et performant. Mais ce qui rend les chiens si bons, c'est en partie qu'ils coopèrent avec les humains et qu'ils communiquent donc ces informations. Ils doivent aimer ça pour s'engager. C'est donc un jeu vraiment amusant pour eux. C'est comme utiliser leur cerveau, utiliser leur nez, c'est assez difficile. Les chiens peuvent y voir un jeu, mais les chercheurs découvrent qu'ils détectent le cancer mieux que les machines. Alors pourquoi constatons-nous que ces chiens surpassent les ordinateurs? Eh bien, une partie de leur succès est due à cette sensibilité supérieure pour détecter les molécules odorantes par rapport à tout ce que nous avons actuellement sur le marché. Alors que les chiens aident à isoler les caractéristiques des odeurs cancéreuses, on espère que la même fonction électronique pourra éventuellement être créée et qui puisse reproduire les capacités de ces chiens à renifler le cancer. Les Zimbabwéens désertent les épiceries traditionnelles pour faire leurs achats sur des marchés informels et illégaux qui apparaissent la nuit afin d'éviter les descentes de police fréquentes pendant la journée. Au coucher du soleil, les trottoirs, les devantures de magasins ou de bureaux et les places de parking se transforment en marchés peu orthodoxes en plein air, offrant tout, de la viande fraîche, des appareils électroniques, des vêtements, des médicaments, des accessoires de mode et des fournitures de bureau. Libérés des charges telles que l'augmentation des coûts énergétiques, les taxes et les lois qui obligent les détaillants formels à accepter la monnaie locale à des taux de change très bas, les commerçants informels proposent des offres bien plus intéressantes. Les affaires sont florissantes. Nous avons plus de clients le soir quand ils reviennent du travail et rentrent chez eux. Et c'est là que nous gagnons de l'argent. Pendant la journée, les affaires sont très lentes. Le gouvernement de Harare espérait qu'en introduisant une nouvelle monnaie en avril, la crise monétaire de longue date serait résolue. Mais cette nouvelle monnaie se déprécie rapidement, pénalisant les magasins agréés qui sont obligés par la loi de l'accepter. En revanche, les commerçants informels non régulés n'acceptent leurs marchandises qu'en dollars, plus stables, ce qui permet de proposer des prix bien plus bas. C'est vraiment abordable, on peut se débrouiller avec ça. J'ai réussi à en acheter une poignée pour seulement $20 et je pense que je le ferai plus souvent. Face à la concurrence du secteur informel, les magasins traditionnels ont du mal à rester compétitifs, d'après l'Association des détaillants du Zimbabwe.
Dans chaque transaction, les entreprises du secteur formel subissent une perte d'échange qui ne peut être compensée ou récupérée. Ce qui s'est donc passé, c'est qu'un certain nombre d'entreprises ont baissé les bras. Des supermarchés ont dû fermer. Nous avons assisté à l'émergence du secteur informel. Pick n Pay, l'une des plus grandes chaînes de supermarchés d'Afrique, qui exploite plus de 70 magasins en partenariat avec un partenaire local au Zimbabwe, affirme avoir amorti son investissement au Zimbabwe à une valeur comptable nulle en raison de la détérioration des conditions économiques.